Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keita, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimono forment le Before GG. Suivi des conclusions du dialogue dans un décret rendu public hier, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la structure a été défini. Le décryptage, c'est tout de suite dans ce Before des GG avec toute l'équipe au grand complet. Le rêve de passer Noël à la maison de Kassori Louséninabe ne sera plus possible. La Cour suprême a décidé de proroger le délibéré le 10 janvier prochain. Il faut rappeler que ces anciens dignitaires sont poursuivis pour les faits de détournement de deniers publics par la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Si tout va bien, nous aurons l'un des avocats. L'efficacité de la diplomatie guinéenne encore à l'épreuve dans une affaire qui concerne la dignité humaine. Cette fois-ci, il s'agit du tandem ministère des Affaires étrangères et la représentation guinéenne au Maroc. En effet, un jeune guinéen, tenez-vous bien, du nom de Lansine Camara a perdu la vie dans des conditions de santé exécrables au Maroc, alors que la famille, chagrinée par la perte d'un de leurs, souhaitait le rapatriement du corps. Elle s'est vue opposer le coût élevé de ce genre d'opération estimé à plus de 35 millions. L'ambassade guinéenne au Maroc a appelé à la rescousse, a affirmé ne pas disposer de moyens financiers pour la cause. Désormais, contraint à accepter l'inhumation de leur fils en terre étrangère, la famille veut jouer une dernière carte. Nous aurons l'un des membres de la famille dans cette émission. Vous écoutez le Before des GG avec toute l'équipe au grand complet. Merci de nous rejoindre. Bienvenue à tous. Oui, merci de nous rejoindre sur ce plateau avec l'équipe du jour. On va survoler ensemble l'actualité. Ils sont déjà avec nous dans ce studio, sur ce plateau. Félix, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Djiba et bonjour à tous. Toujours bien habillé. Ici, s'il te plaît, bonjour également au centre de santé de Matoto. Oui. Depuis l'abandon de ce centre de santé, les bandits ont pris cet endroit comme leur nid. Et tous les magasins qui sont tout autour de ce centre de santé aujourd'hui sont victimes de pillages par ces bandits. Il y a l'insécurité qui règne à maître. Je crois que la dernière fois qu'on a eu le ministre de la Santé, il avait promis que des solutions allaient être trouvées pour sincèrement le cas du centre de santé de Matoto. Mais jusque-là, ce n'est pas le cas. Et qui sont ceux qui payent ces frais? Eh bien, ce sont ces commerçants qui sont dans ces magasins, qui sont tout près de ce centre de santé abandonné. Et aujourd'hui, le ministre qui a décidé de garder le silence total, qui ne prend pas l'appel des médias, et on ne sait pas pourquoi. Pourtant, aujourd'hui, l'insécurité bat son plein. Même en Guinée profonde, nous l'avons avec nous. Djibril Ba, bonjour. Bonjour, Djiba Milimono. Merci de nous rejoindre. Merci. Mon cher Félix a toujours quelque chose sur la main. Donc, ça serait très bien de m'en parler dans les couloirs. Je voudrais pas. Non, je sais que c'est ton quartier. Oui, voilà. ça m'offusque un peu. De savoir qu'il en a beaucoup dans sa besace. Voilà. C'est ton quartier et nous sommes tous victimes, pas que toi. Nous avons notre député avec nous ce matin, Kabz. Bonjour. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Il est avec nous ce matin, Alphonse Sekoumara. Alphonse, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour à l'équipe de Before. Voilà, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Emmanuel Loua, bonjour. Bonjour Djiba. Et est-ce que le micro, est-ce qu'il est activé? Ouais, voilà, bonjour. Bonjour. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ouais. Bonjour, notre voix féminine et sublime de cette émission. Aoula Toussou, bonjour. Bonjour Djiba Milimono, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à l'instant même. Félix le disait tout de suite, du côté de Matoto, il y a en tout cas des commerçants encore qui ont été victimes la nuit dernière de vol. Je pense que le ministre de la Santé, lors de son dernier passage ici dans les GG, avait pris des engagements, mais chose qui n'est pas respectée. Je pense qu'il doit encore prendre des mesures pour arrêter cela tout de suite du côté de Matoto. Et voilà, et espérons que ce message est tombé dans de bonnes oreilles. On va rester avec l'actualité. Kabz, peut-être c'était attendu. Ouais. Est-ce que c'est une coïncidence heureuse ou tout simplement le président de la transition décide de couper court à toute initiative de dialogue à l'externe en mettant en place ce comité de suivi
le pilotage. Bah oui, parce que déjà, il faut dire qu'on s'attendait à ce qu'un décret devait être pris par le président de la transition pour la mise en place de ce comité de suivi dans la mise en œuvre des recommandations issues de ce dialogue interguinéen. Mais contre toute attente, hier, déjà, il y a à 24 heures, disons, après la rencontre du côté de la Guinée-Bissau, entre le président Ambalo et ses leaders politiques et ses acteurs de la société civile guinéenne qui n'ont pas pris part au cadre de dialogue interguinéen, suite à leur rencontre, on voit que le chef d'État, au niveau de la Guinée, prend ce décret-là. Mais encore une fois, quand on voit ce décret, on a tendance à croire que le chef de l'État vient couper court à tout ce qu'il y a désormais comme dialogue. Mais il ne faut pas se tromper là-dessus, parce que ce cadre de dialogue, ce cadre de suivi qui est mis en place, le Premier ministre le disait, et tous ces différents acteurs le disaient, que le cadre de dialogue n'est pas fermé, c'est pas terminé, ils vont continuer à échanger, à se rencontrer, à parler. Donc on dira quelque part que ce n'est pas fermé du tout. C'est-à-dire que même ces acteurs qui sont aujourd'hui, qui ne font pas partir de ce cadre de dialogue-là, peuvent rejoindre ce cadre et continuer en fait à en parler. Parce que c'est des recommandations qui sont là. À chaque fois, il y aura, à la fin de chaque mois, comme l'a annoncé le président de la transition, il y aura des comptes rendus qui lui seront faits à la fin de chaque mois. Maintenant, ils vont évaluer. Après chaque évaluation, ils verront. Peut-être qu'il y a des recommandations qu'ils avaient projetées et ils peuvent se dire que ces recommandations-là, il faut les amender, il faut les améliorer, il faut un petit changement là-dessus. Et ça peut amener une amélioration. C'est pourquoi je dis il ne faudrait pas tout de suite être fermé parce que le chef de l'État a pris ce décret hier pour mettre en place ce comité de suivi-là, qu'on dira qu'on est fermé désormais au dialogue, que ceux qui sont externes déjà, qui n'ont pas participé à ce dialogue-là, ne peuvent pas participer à ce dialogue-là. Il ne faut pas qu'on voit les choses sous cet angle-là, parce qu'on s'inscrit quand même dans une logique de résolution des problèmes. Quand il y a une crise, on ne se ferme pas. Quand on se ferme déjà, on sait tout ce que ça peut créer. Ça peut entretenir davantage la crise. Exactement, et je pense qu'aujourd'hui, cela n'est pas un fait. Maintenant, dire qu'il y a un cadre de dialogue qui est mis en place pour le suivi de la mise en œuvre des différentes recommandations qui sont issues de ce cadre de dialogue interguinéen, quelle est la chose la plus normale qui soit par rapport à ça? Maintenant, il faut dire une chose, que c'est la rencontre qui s'est passée du côté de la Guinée-Bissau, il ne faut pas se leurrer. Vous savez le jeu que fait Ambalo, mais ces acteurs de la société politique, des acteurs de la société civile guinéenne qui se retrouvent là-bas, ils sont aujourd'hui sans solution. Vous savez, on a annoncé que c'est à l'initiative du président Ambalo. Ça, c'est des choses voilées en fait. Ça, c'est purement de la diplomatie. Mais moi, je peux vous garantir que ces acteurs, eux aussi, à leur tour, de la même manière que les acteurs de la transition guinéenne, ont fait cette diplomatie souterraine pour aller contacter les membres de la CEDEAO pour qu'ils puissent les faire adhérer à l'initiative ou aux orientations ou à la vision du CNRD. De cette même manière-là, cette délégation qui a à sa tête le président de l'UFDG et Laj Mamadou Cellou Dalein Diallo, à son tour aussi, ils ont mené des démarches souterraines pour pouvoir envoyer ces dirigeants de la CEDEAO à pouvoir les aider afin qu'ils puissent être entendus du côté de la Guinée. Je sais quand même une chose, ils ont la volonté de dialoguer. Ouais. Ceux qui sont allés voir Ambalo, quoi qu'on dise, c'est parce qu'ils ont cette volonté aujourd'hui d'aller au dialogue. Oui, exactement. Justement, et je pense que Conakry, parce que ceux qui disent on coupe l'herbe sur les pieds, je ne pense pas à la mise en place de ce comité de suivi, puisque c'était l'une des recommandations du dialogue à Conakry. Exactement. Je pense que ça soit maintenant ou après, le président allait appelé à mettre en place, ce comité. Et certes, c'est 10 jours après qu'on ait donné cette résolution-là, qu'on ait donné ces recommandations au chef d'État, qu'il ait mis ça en place. Mais il faut dire encore une fois qu'il y a quelque chose quand même qu'il ne faut pas que ça nous échappe. Il y a un certain nombre de points de revendication que même ces acteurs qui n'ont pas participé à ce cadre de dialogue interguinéen, ces recommandations qu'ils ont se retrouvent dans les résolutions que ces gens ont proposées. Par exemple, on le disait hier, et ça c'est l'un des points les plus importants, on ne peut pas passer à côté de ce point-là, quand ils disent que par rapport aux poursuites judiciaires notamment, et vous savez très bien que dans les résolutions du cadre interguinéen également, ces poursuites judiciaires, ces questions ont été traitées. Ils sont allés jusqu'à dire que ceux qui sont déjà sous liberté conditionnelle, qu'on les relaxe tout simplement, ceux qui sont aujourd'hui sous mandat de dépôt à la maison centrale, qu'on les mette sur liberté conditionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, ils s'inscrivent tous dans la même logique, mais à un moment donné, il ne faudrait pas aussi se cantonner ou dire parce que mon leader qui est à l'étranger n'est pas sur la Guinée
Guinée, on ne fera pas de dialogue, ça, à mon avis, ce n'est pas quelque chose de bien. Il faut montrer quelque part sa volonté. S'ils ont ce courage-là d'aller voir les membres de la CEDEAO, notamment le président Embalo, pour échanger avec eux, si la CEDEAO a envoyé sur la Guinée également des émissaires pour ce cadre de dialogue interguinéen, ils devaient se permettre en tout cas d'envoyer quelques représentants issus de leur formation politique pour qu'ils puissent participer à cela. Participer, on les a vus par le passé. Ils peuvent participer aujourd'hui, ils ont 2 séances de participation et après ils boudent. Mais venez suivre, échanger avec eux. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez bien entendu des moyens, vous avez des vraies preuves que vous pouvez mettre en avant. Mais je veux terminer là-dessus pour dire qu'il faudrait également que la CEDEAO fasse attention. Que la CEDEAO fasse attention à ces doubles jeux souvent que la CEDEAO fait. Ils ont tendance à croire, surtout le président Embalo, président en exercice de la CEDEAO, lui, il ne peut pas se permettre comme ça de pouvoir, à son initiative personnelle, de faire des rencontres comme ça, sans pour autant préalablement associer les autorités de la transition guinéenne. Vous vous rappelez que le couac qu'il y a eu ici sur Conakry après la rencontre entre Embalo et le président Doumbouya, quand il est retourné sur la Guinée-Bissau, il a fait qu'ils étaient tombés d'accord sur une durée. Exactement. Et vous savez bien que la position de la transition guinéenne, nous ne sommes pas contre que la CEDEAO participe, mais la CEDEAO ne décide pas à la place de la Guinée. La CEDEAO vient en appui, en aide. Donc, ils se mettent derrière ce que la Guinée veut. Donc, prendre ces initiatives comme ça pour dire, moi, je les rencontre. Est-ce que c'est pour les contenter? Pour dire que la CEDEAO est quand même à cette oreille-là pour les écouter? Est-ce que ça va dans ce sens-là? Il faut que la CEDEAO arrête de faire ces doubles jeux. Il faut être sincère envers les deux parties. Sinon, eux-mêmes contribuent à rendre la situation beaucoup plus difficile. Des fois, les crises dans les différents pays, c'est la CEDEAO qui entretient. Vous vous souvenez que quand on parle de changement constitutionnel, ce que la CEDEAO fait, oui, finalement, on a vu leur inertie. Exactement, et finalement, les gens ont fini par dire que ce n'est que des syndicats, des chefs d'État de la CEDEAO. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train à nouveau de s'inscrire dans cette même logique. Il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils prennent les initiatives en fonction, à travers les échanges qu'ils font avec tous les différents partis, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de pouvoir prendre des décisions et dire, par exemple, que la CEDEAO vient par rapport au cadre de dialogue interguinéen, l'émissaire de la CEDEAO est là, le médiateur Boniaï, il est là avec tout son comité, il valide un certain nombre de choses, ils approuvent les décisions qui sont issues, les techniciens de la CEDEAO valident ces décisions-là, et après qu'ils fassent leur volte-face pour dire le contraire encore une fois. Je pense qu'il faut faire très attention par rapport à des initiatives comme ça, parce que ça ne contribue pas tout simplement à pouvoir apaiser la tension, à solutionner. Et la CEDEAO, pour terminer, Djiba Milimono, il faut le dire, la CEDEAO est en train de contribuer elle-même à ce que la transition ne puisse pas se dérouler en 24 mois et que la transition puisse aller au-delà de 24 mois. Voilà, c'est votre avis. Et peut-être au nom aussi du principe de subsidiarité, il est de la responsabilité de la CEDEAO de s'impliquer davantage dans la crise guinéenne. C'est ce qu'il ne faut pas aussi oublier. On vous dit bonjour et nous a rejoint Babila. Bonjour. Bonjour Djiba, bonjour aux autres et à nos auditeurs et téléspectateurs. Voilà, et Alphonse, c'est quoi Alphonse Mara et ce comité de pilotage. Alors, nous avons juste en face de nous ici les conclusions de ce cas de dialogue qui sont paraphées, puisqu'il y avait beaucoup de versions qui circulaient. Cette fois-ci, la version définitive, elle est disponible. Vous l'aurez tout à l'heure à l'écran. Et parmi les recommandations, ils ont dit mettre en place immédiatement un comité permanent de suivi d'évaluation des résultats du cas de dialogue inclusif et interguinéen sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement. Ce qui est fait, déjà clair. C'est ce que le président a suivi à la lettre. Ça, c'est déjà un bon signe qui rassure les acteurs, même ceux qui n'étaient pas présents, qu'il y a une volonté de l'autre côté de faire bouger les lignes. Mais de là à croire que ça pourrait fermer la porte à ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas vrai. Les médiatrices l'ont précisé. Le président, lui également, l'a précisé. La porte reste ouverte à ceux qui n'étaient pas présents à la table. Leur présence également du côté de la Guinée-Bissau, bien que ouvrant la voie à plusieurs spéculations, est même la preuve qu'il y a une certaine démarche pour leur retour à la table de négociation. Parce que je verrais très mal le président Embalo, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, désigner son doyen Yahi Boni comme médiateur de la crise guinéenne. On trouve une résolution pour la sortie de crise et Embalo invite les autres pour envenimer la crise. La démarche, si Embalo s'inscrit dans cette démarche, ne correspond pas au portefeuille qu'il occupe aujourd'hui au sein de la communauté ouest-africaine. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on doit aller sur une compréhension simple. Nos acteurs ont boudé les assises, cette rencontre, parce qu'ils n'avaient pas de garantie. Pour eux, le gouvernement n'est pas assez crédible
pour les inviter à la table. Ils ont participé à plusieurs rencontres dont les conclusions n'ont pas été porteurs. Donc pour eux, ils ne peuvent pas venir dialoguer avec des gens qui ne les inspirent pas confiance. Mais de l'autre côté, dans le rapport, ils ont tenu, ceux qui étaient présents ont tenu à préciser le fait que le président mette en place un organe pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations. Ce qui est fait. Donc aujourd'hui, ça écarte totalement la thèse du défaut de confiance ou même du défaut de volonté qui pourrait venir du CNRD. Et de l'autre côté, les acteurs s'invitent en Guinée-Bissau auprès du président en exercice de la conférence des chefs d'État pour discuter. Ce qui a été l'ordre du jour n'a véritablement pas été dévoilé parce que les acteurs politiques, il y a le langage politique, il y a le langage des négociations autour de la table. Mais moi, je suis rassuré. L'ordre du jour a été annoncé. Il y avait 3 points qui étaient à l'ordre du jour. Et ces 3 points ont été annoncés. C'est-à-dire que le regard des acteurs de la société civile vis-à-vis de la gestion de la transition, la conduite globale de la transition, également le rôle que le président Embalo devait jouer dans la résolution de cette crise. C'est pourquoi je vous dis que ce dont on discute à la table n'est pas forcément ce qui fait partie de l'ordre du jour. Parce que tous ces points cités ne montrent en rien le retour ou ne garantissent en rien le retour des acteurs. Mais le retour des acteurs est obligatoirement discuté à la table. Oui, parce que Embalo même sait... Et l'autre chose aussi, c'était l'une des recommandations d'ailleurs du sommet de la CEDEAO le 4 décembre, c'était de dire il faut aujourd'hui prendre des mesures par rapport à... de façon voilée à ceux qui n'étaient pas là pour qu'ils puissent rejoindre le cas de la CEDEAO l'a recommandé, oui. Les États-Unis l'ont recommandé, l'Union européenne dans un communiqué également l'a recommandé. Donc aujourd'hui, nos acteurs sont en train de trouver, selon moi, des voies et moyens pour revenir dignement à la table. Parce qu'ils ne peuvent pas bouder avec tout l'orgueil qu'on a vu dans leur communication et revenir comme si de rien n'était. Il faut qu'on mette ça dans la forme. Ils ont envie de voir leur respect dedans. Et ça, c'est tout à fait normal. La conduite de la transition, ils n'ont pas besoin d'aller à Bissau pour ressortir comment quel regard ils portent sur la gestion de Doumbouya. Quel regard ils portent, on le sait tous. Leurs revendications sont connues. Mais aujourd'hui, c'est comment revenir à la table pour pouvoir faire partie de ceux qui décident de la suite de la transition. Parce que ce n'est pas en gros la conduite de la transition qui est en train de poser des problèmes. C'est l'avenir que la transition promet à la Guinée qui est en train de les inquiéter. Parce qu'ils n'ont pas été associés. Les conclusions qui sont sorties, il y a plusieurs points qui font partie des revendications qu'ils ont longtemps portées. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ils vont continuer à bouder sous prétexte que leurs revendications ne sont pas prises en compte ou même le président n'est pas crédible? La volonté politique a été donnée par ce décret. Les négociations pour moi qui sont tenues à Bissau étaient une manière pour eux de revenir dans la danse avec toute la dignité. Mais pour moi, il n'y a pas péril à la demeure. Les acteurs vont revenir. La transition guinéenne va se discuter avec eux. Et ça, c'est, je crois, très prochainement. Puisque la finalité de tout ça, ce sont les élections. Et c'est pour ces partis politiques-là. C'est eux qui participent aux élections, surtout. Aux élections, et surtout pas des moindres. Et l'autre point même, par rapport à ces élections, vous verrez que dans les propositions d'âge qu'ils ont notées dans leurs conclusions, il y a ce décalage qu'on fait sciemment pour permettre à certains acteurs de ne pas se sentir marginalisés dans la procédure. Donc je crois que même ça devrait permettre à ces acteurs-là, même n'étant pas présents sur le sol guinéen, de revenir à la table. Oui, allez-y Félix, même question. Le comité de pilotage s'était annoncé, puisque ça fait partie des recommandations du dialogue de Conakry. Et même si d'aucuns voient sur là une volonté manifeste d'anticiper sur toute tentative de la part de la CEDEAO. Hier, quand on a eu Djiba Mamadou Sylla, il se posait la question, est-ce que le président va céder à la demande finalement du trio ou est-ce qu'ils vont continuer finalement avec la décision qui a été prise de mettre en application toutes les recommandations qui sont sorties du cadre de dialogue. Quand on sait qu'en termes de normes, il y a eu une grande majorité de la classe politique mais aussi des acteurs de la société civile qui ont pris part à ce dialogue. Mais il ne faut pas aussi oublier que ceux qui n'ont pas pris part ont aussi un poids très lourd dans la société guinéenne. Et donc, il y a cette tendance aujourd'hui. Et ce décret vient mettre fin à ce débat qui restait encore en suspense de dire est-ce qu'on va revenir encore sur un autre cadre de dialogue ou est-ce qu'il faut mettre en application déjà les recommandations qui sont sorties de ce cadre de dialogue. Moi, je l'ai dit tantôt depuis en prologue, c'était une grosse erreur que le trio n'ait pas pris part à ce cadre de dialogue.
D'abord, ils ont été demandeurs de dialogue. Ensuite, ils ont demandé à ce que la CEDEAO participe même à ce cadre de dialogue. Le G5, en tout cas, ils ont mis des conditions en avant à ce que certaines institutions puissent prendre part à ce cadre de dialogue. Ce qui fut fait. Et je crois que, moi je l'ai dit, je ne pense pas que le CNRD puisse piloter un dialogue auquel la CEDEAO prend part et que les recommandations ne soient pas mises en application. Ça, ça allait m'étonner si c'était le contraire. Et aujourd'hui, on voit clairement la volonté quand même du CNRD à mettre en application ces recommandations. Et ce que moi je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai, visiblement, on voit que c'est une démarche pour revenir autour de la table. Mais moi, je vois beaucoup plus la crainte de ces acteurs aujourd'hui, de leur lendemain politique. Parce qu'ils n'ont pas pris part au cadre de dialogue, donc les recommandations qu'ils pouvaient faire, qui pouvaient figurer dans le cadre de dialogue, si vous lisez quand même les conclusions de ce dialogue, il y a beaucoup de points qui répondent à leur demande. Peut-être les dossiers judiciaires. Mais même ceux-là, par exemple, au niveau de l'exercice des libertés publiques et des activités politiques en lien avec la loi, il dit « J'ai encouragé la justice à diligenter le traitement des dossiers judiciaires concernant les acteurs sociaux et politiques. » Moi, je pense beaucoup plus que la démarche qu'on ne voit pas, qui n'est pas forcément dite, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, ça serait la possibilité pour eux de revenir en Guinée, mais que ça soit... des garanties. Des garanties, évidemment, des garanties. Je crois que c'est beaucoup plus dans cette démarche qu'ils sont aujourd'hui. Parce que je ne crois pas que Embalo vaille revenir encore sur le cadre de dialogue quand on sait déjà qu'il y a eu des recommandations sur ce dernier cadre de dialogue et qu'aujourd'hui il y a un décret pour l'application des recommandations qui ont découlé dans ce cadre de dialogue. Et je crois qu'aujourd'hui Embalo doit être beaucoup plus conséquent. Lorsqu'on dirige une institution et qu'il y a des crises, il y a ce qu'on appelle la pédagogie, l'intelligence beaucoup plus dans les choses. On a vu sa position dans la crise malienne et dans la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et on le voit beaucoup plus avec sa sortie dans la crise guinéenne. Et je crois que lorsqu'on est président d'une institution, à un moment donné, il vaut mieux garder silence que de prendre position ou de faire des sorties qui risquent de faire beaucoup plus mal que de bien. Et je crois qu'aujourd'hui, si ses conseillers sont autour de lui, je crois que ceux-ci aussi doivent se bouger. Parce qu'une institution, ce n'est pas seulement le président qu'on voit, mais il y a des conseillers autour qui peuvent lui dire, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la CEDEAO doit beaucoup plus travailler davantage à apaiser. On n'a pas intérêt à partir dos à dos. Je ne peux pas comprendre que déjà le médiateur qui a été désigné par la CEDEAO soit en plein pied dans la crise guinéenne et que derrière, le président lui-même... Oui, mais attention, rapidement. En fait, aujourd'hui, on est en train de prêter des intentions à Embalo. Embalo, dans le régime, quand on avait Alpha Condé, et Embalo actuel, ce n'est pas la même démarche, ce n'est pas la même politique. Est-ce qu'aujourd'hui, Embalo n'est pas en train de négocier pour que les acteurs reviennent? Ça aussi, c'est une mesure à évaluer. Parce qu'il ne pouvait pas quand même rester... En fait, il ne faut pas juger Embalo sur l'homme qu'il a été face à Alpha Condé. On n'est plus avec le régime d'Alpha Condé. On est sous la transition, il faudra porter un regard sur la démarche d'Embalo. Moi, pour finir, Djiba, je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu le communiqué finalement de l'ambassade des États-Unis par rapport à ce cadre de dialogue. Je crois que le trio aujourd'hui se sent beaucoup plus abandonné par certaines institutions qu'il avait prétendu. Qui avalisent aujourd'hui. Et évidemment, qui avalisent aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer en Guinée. Et donc, ils auront avantage de méditer pour qu'il y ait un retour, pour qu'ils reviennent finalement en Guinée, mais que vraiment qu'il y ait des conditions qui puissent les permettre de revenir sans problème. Voilà, vous l'avez compris, Félix. Merci beaucoup à Aoula Tousso. Et est-ce que ce comité de pilotage, on ne va pas cesser d'en parler, c'est pas une idée derrière, c'est naturel puisque c'est parmi les recommandations
puisqu'il y a eu dialogue à Conakry? Lors de la remise du rapport du dialogue mercredi dernier au palais, on a remis le rapport au président mercredi dernier au palais, j'étais dans la salle. Le Premier ministre avait mentionné, Dr Bernard Goumou, que l'une des priorités, au fait, toutes les recommandations à ses yeux c'était des priorités, mais l'une des priorités, parmi les priorités, il y avait une priorité, il s'agissait justement de la création du comité national permanent de suivi de ces recommandations. Ce que moi je ne comprends pas, c'est pourquoi le président a attendu à la veille de la rencontre entre le président Oumarou Sissoko Embalo et les acteurs n'ayant pas pris part au cadre de dialogue pour prendre la décision de création de ce décret. Ça fait quand même plus de 5 jours depuis qu'on lui a remis. 10 jours, hein? Ça fait 10 jours. C'est mercredi dernier jusqu'à maintenant, ça fait pas 10 jours, je pense. Ça fait 10 jours alors. Près de 10 jours. Près de 10 jours alors depuis qu'il a reçu le rapport. Il a eu tout le temps de lire et puis de comprendre tout ce qui s'ensuit. Et le Premier ministre l'avait dit officiellement que c'était la priorité. Pourquoi c'est à la veille de cela qu'il prend la décision, qu'il crée... Donc pour vous, c'est une réponse à cette rencontre? Pour moi, oui. Pour moi, c'est une réponse à cette rencontre. À l'immédiat, dire que c'est pas possible d'organiser un dialogue à nouveau. C'est pourquoi il prend le décret à l'immédiat pour créer également un comité de suivi. Qui sait maintenant ce qui va arriver? S'il y aura une possibilité, tout porte à croire qu'il n'a pas en tout cas la volonté de reprendre le dialogue. Je pense qu'il a répondu. Vous pensez qu'il ferme portes et fenêtres de toute initiative allant dans ce sens? À mon avis, c'est pas possible de reprendre un dialogue. Pour lui, c'est fait, c'est fait. Si les autres veulent revenir, ils peuvent revenir, mais c'est pas pour reprendre encore des discussions à la base. Donc de monter dans le train en marche. Oui, il faut continuer sur ce qu'ils ont trouvé, ce qui est déjà fait, c'est ce qu'il faut faire. Justement, on va revenir avec vous tout de suite, Aoula Tousso. Nous avons... c'est vrai, on ne l'annonçait pas, vous allez le découvrir tout de suite. C'est l'invité, l'appel cash, il est avec nous. On se retrouve tout de suite. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Allez-y, Caps, pour la première question. Alors, M. Baouri, on a suivi hier ce décret qui a consisté à la mise en place du comité de suivi pour la mise en œuvre de ces différentes recommandations. Mais ce décret vient à quelques heures après la rencontre du président Embalo et ce trio de ces acteurs sociopolitiques guinéens qui n'ont pas participé à ce cadre de dialogue interguinéen. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre ces deux? D'abord, permettez-moi de souhaiter à nos compatriotes chrétiens un joyeux Noël. Et on souhaite qu'ils aient passé cette fête dans la ferveur, dans le recueillement et avec des prières pour notre pays et pour la sous-région. Bon, ceci dit, il faut d'abord, ceux qui ont lu le rapport des résolutions, il a été écrit que le comité de suivi doit être mis immédiatement après la signature des résolutions. Donc, ce qui est fait est en droite ligne avec le respect des accords et des dispositions qui étaient déjà prévues dans le cadre des résolutions du cadre du dialogue inclusif interguinéen. Pour vous, il y a aucune idée derrière d'anticiper les choses puisque ça faisait partie des recommandations. Bon, ça fait partie des recommandations. Et par rapport au sujet qui est évoqué de rencontre du président Mbalo avec des responsables politiques, il faut restituer les choses comme elles le sont. D'abord, le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée, le Premier ministre de la République de Guinée avait déjà apporté des réponses par rapport à cette question. Cela veut dire que le cadre de dialogue inclusif est permanent. Il n'est pas fermé. Et toute structure qui veut rejoindre le cadre de dialogue, la dynamique d'ouverture est maintenue. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la Guinée ne voit aucun
intérêt, ni même aucun prétexte pouvant justifier que des discussions qui concernent le pays dans le contexte actuel puissent être délocalisées à l'extérieur. Allez-y, Aoulatou, pour la question. Alors, Monsieur Ba, on peut parler de la composition du comité. Le président a déjà donné, en tout cas, le nombre de représentants de chaque entité. Est-ce que c'est en commun accord avec ceux qui ont pris part avec le cadre de dialogue, si vous avez lu le décret? Bon, vous savez qu'il y a des prérogatives qui relèvent du Premier ministre et puis des facilitatrices. Donc, peut-être pour assurer une plus grande efficacité, ils ont estimé qu'il faut avoir un nombre relativement restreint pour pouvoir travailler en bonne intelligence et avec efficacité. Mais bon, ça, c'est de leur ressort en tant que président du comité et du cadre du dialogue, et puis en tant que facilitatrice. Alors, M. Bahouri, si vous permettez, peut-être on va toucher un peu le contenu de ce rapport, puisque vous-même, vous avez y pris part. Et d'abord sur la Constitution, puisque c'est la loi majeure qui va conditionner tout ce qui va venir comme loi organique après, pour une question de conformité. Et pour la rédaction, c'est vrai que le constituant, à un moment donné, on parlait du CNRD, mais dans les recommandations, vous dites qu'il faut mettre en place un comité constitutionnel composé d'experts, juristes, anthropologues, historiens, pour faire une proposition au CNT qui va être placée sous le label du CNT, et qu'à l'issue de cela, la Constitution va passer devant le constituant qui est le CNT aujourd'hui. Et une telle approche, pour vous, c'était indispensable? Bon, je pense que, vous savez, le cadre de dialogue a fait des recommandations, et chaque institution, dans sa mission régalienne, est souveraine de prendre en compte certaines propositions, comme elle peut ne pas prendre en compte certaines recommandations. Ça, c'est le rôle du CNT d'examiner en son sein la dynamique et la manière dont elle va mettre en place un comité ad hoc pour le projet constitutionnel. Mais ça, c'est du ressort, j'allais dire, souverain du CNT. Ils peuvent tenir compte de recommandations ou de suggestions qui peuvent être formulées par-ci par-là, mais sur le principe, le CNT est, de ce point de vue, entièrement indépendant pour examiner et enclencher la procédure qui lui permettra de mettre en place un comité ad hoc qui pourrait être composé selon ses préconisations. D'accord, allez-y, Babila. L'autre recommandation du dit rapport demande à observer une trêve générale des manifestations sociopolitiques sur les voies publiques durant les 24 mois de transition, alors que la charte qui fait office de constitution sous cette transition consacre bel et bien le respect des libertés civiles et politiques, notamment la possibilité pour chaque citoyen de se mouvoir, de manifester, et qu'il est même mentionné dans la même charte qu'aucune situation d'exception ni d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme. Est-ce que, par endroit, si vous cautionnez, n'est-ce pas, ce point-là, vous ne vous rendez pas coupable de violations graves de la loi? Bon, lorsqu'on dit trêve, c'est une décision consensuelle de toutes les parties pour dire abstenons-nous d'enclencher quoi que ce soit qui pourrait être susceptible de faire ralentir ou de retarder l'exécution du programme, disons, du retour à l'ordre constitutionnel qui doit être dans les 24 mois, comme préconisé dans les accords avec la communauté internationale, notamment la CEDEAO. Donc tout ce qui est susceptible de retarder ce programme doit être mis de côté, que ce soit des manifestations, que ce soit des programmes ou des actions qui n'ont rien à voir avec les manifestations, mais tout ce qui est susceptible de retarder le processus des 24 mois pour la durée de la transition, il faut
s'abstenir de s'engager dans cette voie. Et ceci est venu du CNRD lui-même pour demander que tout programme qui pourrait retarder la transition, il faut coûte que coûte mettre ça de côté. Ceci, c'est une volonté et un engagement pour dire que ça n'a rien à voir avec une volonté de vider la liberté d'expression, mais c'est pour ramener dans les meilleurs délais la Guinée dans le cadre d'un ordre constitutionnel normal, comme préconisé par le peuple guinéen et par les accords avec la communauté internationale. D'accord, allez-y, Caps. Voilà, alors, monsieur Baouri, je veux cette fois-ci qu'on s'intéresse à l'organe de gestion des élections. Alors, parmi ces recommandations, il est prévu que dans la nouvelle constitution, de prévoir un OGE qui va s'occuper de l'organisation des élections de façon générale, mais pendant cette période transitoire, il faut laisser la charge au MATD. Ma question, c'est de savoir, est-ce que la transition ne devait pas servir justement de prendre des solutions qui puissent servir même après la transition, parce qu'on parle de refondation. Maintenant, dire que pendant la transition, on passe par le MATD et après la transition, il faut mettre en place un EGE, est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait renforcer les suspicions? Non, pas du tout. Vous savez, l'expérience des CENI ou Sénat tels que nous les avons connus pendant ces 30 dernières années, l'expérience n'est pas du tout positive. Au contraire, elle est insatisfaisante en tout point de vue. On n'a jamais eu des élections qui se sont passées dans de bonnes conditions. Donc, la responsabilité de l'organe qui organise ou qui supervise le processus électoral, sa responsabilité est mise en cause. D'où la nécessité de changer. Et donc, comme on est dans un régime de transition, le ministère de l'administration du territoire, le gouvernement, le CNRD, qui ne sont pas partie prenante des joutes et des compétitions électorales, en termes de neutralité ou d'impartialité, il serait mieux, et ce qui a été décidé, de leur confier la responsabilité d'organiser les élections. Et ça engage toutes leurs responsabilités, que si ça se passe très bien, ils auront fait du bon travail. Si ça se passe mal, ce sera leur responsabilité. Et je pense que le fait de situer la responsabilité est très important pour ne pas se retrouver avec des CENI, avec à géométrie variable, c'est tel qui est fautif, c'est tel autre qui a fait ceci, comme on l'a connu en 2009-2010, qui a été un véritable tragicomédie. Donc, il vaut mieux que dans le cadre de la transition, la responsabilité est totalement dévolue au CNRD et au gouvernement d'organiser le processus électoral. Maintenant, pour l'avenir, dans le cadre du projet constitutionnel, l'organe de gestion des élections sera envisagé. Les termes de la rédaction des constituants vont s'y pencher et je pense qu'il y aura des concertations pour qu'à l'avenir, qu'on tienne compte de l'expérience du passé pour ne pas répéter toujours les mêmes fautes en ce qui concerne la structure et ou les structures qui seront mises après la transition. Voilà, Gibril, pour la dernière question. Alors, M. Ba, l'une des résolutions de ce dialogue, ça concerne l'âge. Cette question a pris beaucoup de temps, beaucoup de jours. Et hier, on a écouté M. Mamadou Sylla, président de l'UDG. Il a parlé de votre position autour de cette question. Il semble que vous êtes un peu dubitatif, c'est ça? C'est-à-dire? Est-ce que vous êtes, vous, ouvert à cette idée d'engager un débat sur la limitation d'âge, puisqu'on parle de 35 au minimum et 75 ans au maxi, et ceux qui auront le 31 décembre 2024, 75 ans révolus, peuvent aussi se candidater. Est-ce qu'à votre avis, ce débat était nécessaire? Bon, le débat était nécessaire parce que vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui veulent, disons, faire en sorte que les personnes d'un certain âge quittent la scène. Mais bon, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte.
L'âge physique n'a rien à voir avec l'âge mental ou à l'âge intellectuel. Et l'expérience est d'autant plus nécessaire que c'est avec le temps qu'on a des expériences. Donc tout cela, il faut que ce soit capitalisé. Donc ce qui a été convenu, de faire en sorte la limite minimale, c'est 35 ans, et le maximum, c'est 75 ans pour le futur. Toutefois, et là, c'est le CNRD lui-même qui a fait la proposition. Toutefois, pour ce qui concerne les élections actuelles à venir, pour la sortie de la transition, la limitation d'âge, pour simplifier les choses, la limitation d'âge ne sera pas retenue pour l'élection présidentielle. Donc c'était une volonté, disons, d'avoir un consensus, de montrer aussi qu'il n'y a nulle part une volonté de bloquer qui que ce soit en ce qui concerne la question d'âge. Donc je pense que c'était une solution. Monsieur le Président, admettons que cette proposition passe et qu'il y ait un président à l'issue de la transition qui vienne au pouvoir à 76 ou 77 ans. Est-ce que cette loi ne va pas fermer la porte à ce président de se représenter pour un second mandat? Ou même nous envoyer vers un nouveau changement de constitutionnel. Bon, maintenant, vous savez que ce qui est préconisé au niveau du cadre du dialogue, le CNT aussi aura son mot à dire. C'est-à-dire les constituants auront leur mot à dire. Et tout sera revu en conséquence. Il se pourrait que ce soit maintenu tel quel, comme il se pourrait qu'il y ait des amendements. Bref, mais c'est pour dire, dans l'esprit de ce texte, celui qui a 76 ans, ou 77 ans, ou 78 ans, ou 80 années actuellement et qui soit candidat, hypothèse qu'il puisse réussir, il va de soi qu'il ne pourra faire qu'un seul mandat. Et là, justement, ça risque d'engager un autre débat, puisqu'on est en train de dire qu'il ne faut pas toucher les intangibilités constitutionnelles. Et comme vous l'avez dit, le constituant aura le temps de réfléchir. Vous faites des propositions, c'est à eux de tirer la conclusion. Peut-être il ne reste plus qu'à vous dire merci. Et un mot, peut-être tous les acteurs politiques se sont prononcés sur la question. Ce sont les évacuations, les autorisations de sortie du pays pour ceux qui sont en détention, qui sont malades, puisque le débat a été porté. Comment vous réagissez à cela? On a aperçu celui de l'UFR hier du côté du pays d'Ambalo, et on a écouté Mamadou Sylla qui disait le fait de réapparaître comme ça, c'est Kouyaya, ça n'aide pas les autres. Et vous, comment vous voyez tout cela? Bon, je pense que ce qu'a dit M. El Hadj Mamadou Sylla à ce sujet est pertinent. Lorsque vous êtes dans le cadre d'une procédure judiciaire, comment dire, liberté provisoire ou contrôle judiciaire, c'est le premier acte, c'est de respecter, disons, l'acte juridique ou judiciaire qui vous met dans une situation où chaque déplacement au-delà d'un certain rayon de domicile soit signalé. Ça doit être respecté, parce que sinon, la liberté provisoire ou le contrôle judiciaire peut être levé par le magistrat qui va rappeler la personne en prison. Donc, ceux qui ont fait ça, ils encourent des risques sur le plan judiciaire de se retrouver encore en prison. Maintenant, dans le débat, dans la situation actuelle, d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en détention provisoire et qui sollicitent une liberté, disons, provisoire ou un contrôle judiciaire libre. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de mauvais exemples qui puissent amener les magistrats à considérer que c'est une manière de contourner le droit et puis de prendre, disons, une autre direction. C'est dommage, mais vous savez, très souvent, certains ne pensent qu'à eux-mêmes. Voilà, c'est clair. Merci beaucoup, Monsieur le Président Bahouri. Je rappelle que vous êtes le président de l'UDRG. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, merci. On se retrouve dans un court instant.
puisque nous avons des obligations aussi commerciales, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans un court instant pour poursuivre le débat avec nos chroniqueurs. D'autres invités nous attendent. À tout de suite. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keita, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimouno forment le Before GG.